Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à une conférence organisée conjointement par le CCIMEP et le EHEDG. Et cet après-midi, on va vous parler de tendances industrielles sur deux sujets particuliers. Le premier sur la conception hygiénique, je reviendrai dessus tout à l'heure. Et le deuxième point sera sur l'impact de l'industrie 4.0 dans nos industries. Alors première information déjà, voilà, la question qu'on se pose c'est récemment, et on est au salon du CFIA, l'agroalimentaire a dû faire face à de nombreux rappels de produits. Et la question c'est quelle solution peut-on envisager et est-ce que la conception hygiénique ne devient-elle pas une obligation ou ne devient-elle pas indispensable? Le deuxième point, l'industrie 4.0, on en parle de partout. Est-ce qu'elle est bien ancrée dans les processus industriels? On parle de productivité, on parle de maintenance et de changement de format. On va vous montrer ça avec des industriels du métier que je vais vous présenter dès maintenant. Alors, mon nom déjà, moi je m'appelle Christophe Moulin, je suis président du CCIMEP et je suis également président de Markem Image pour la France. Vont nous accompagner cet après-midi Erwan Billet, qui est le président de l'EHEDG, mais qui est aussi directeur de France. Merci Erwan. Et aussi directeur de IDIAC. Juste après, nous aurons Michael Muller, qui est le directeur général de Alpma France, pardon. Grégoire Duvaux, directeur général de IMAI LAPAC. Pierre, qui est au milieu. Pierre Terville, directeur commercial de Cama France. Pour commencer, quelques mots du CCIMEP. Alors le CCIMEP, c'est un syndicat professionnel. On est le syndicat des entreprises de commerce international, de matériel d'emballage et de production. Et on est affilié à un groupe, à une fédération qui s'appelle la FICIM, qui gère une douzaine de syndicats professionnels, plutôt dans les métiers orientés mécanique électronique. C'est un syndicat créé il y a plus de 20 ans. On représente aujourd'hui 42 entreprises qui elles-mêmes représentent 170 marques internationales en France. La plupart, vous pouvez les retrouver exposant sur ce salon. Chiffre d'affaires complet des adhérents du CCIMEP, on parle d'un peu plus de 650 millions de chiffre d'affaires et plus de 2000 salariés en France. Donc un acteur représentatif du monde de l'emballage, du process industriel, du marquage-codage, entre autres dans le monde de l'agroalimentaire. Quelques informations rapides. Là, vous voyez l'ensemble des partenaires de toutes les marques, les 42 entreprises du CCIMEP. Je ne vais pas vous les décrire une par une. L'idée étant plutôt de vous expliquer ce que nous faisons, ce que nous représentons. Nous sommes des fournisseurs d'équipements et de toute la ligne de production. Donc vous retrouverez nos fabricants dans tout ce qui est matériel de process, dans la fabrication du produit, les machines bien sûr d'emballage et de conditionnement, tout ce qui concerne les équipements d'impression, de traçabilité, de marquage, d'étiquetage, et ensuite, une fois que tous ces produits sont fabriqués, conditionnés, marqués, des produits de contrôle, des équipements de contrôle pour tout ce qui est pesage, détection de métaux, etc. Voilà globalement ce que nos entreprises font au sein du CCIMEP. Et les marchés sur lesquels on s'adresse, ce sont les grands marchés de la consommation. Et bien sûr, cet après-midi, on sera plus concentré sur le marché de l'agroalimentaire. Sachez que nos entreprises interviennent également dans le monde de la pharma, de la cosmétique ou tous les produits non alimentaires de grande consommation. Le premier sujet, et je vais laisser rapidement la parole à Erwan. Donc, je voulais annoncer en début de séance, l'agroalimentaire a fait face à de nombreux rappels de produits. On peut se poser quel type de solution on doit envisager pour regarder ce sujet de très près. Et la conception hygiénique des machines, est-ce qu'elle ne devient pas indispensable? Pour cela, je vais laisser la parole à Erwan, Grégoire et Pierre qui vont enchaîner petit à petit sur le sujet. Erwan, c'est à vous. Alors, bonjour à tous déjà. C'est vrai que la conception hygiénique, on a eu et on a malheureusement et on va avoir, j'espère qu'il n'y en aura pas beaucoup, mais on a des crises sanitaires un peu partout et qui sont liées à plein de facteurs. Mais c'est vrai que la conception hygiénique, c'est un élément primordial pour améliorer la nettoyabilité, donc éviter effectivement les problèmes de contamination. Donc c'est un élément très important. Il faut savoir que le HEDG, j'ai la chance d'être le président de la section régionale française, mais c'est une fondation européenne
voire internationale maintenant, qui est située en Hollande et qui est à l'origine, je dirais, de la maîtrise de la conception hygiénique et de tous les travaux qui sont sur la conception hygiénique depuis 1989. Et c'est vrai que le HEDG regroupe en fait des sections sur l'ensemble du monde. Hein. Vous avez 40 pays qui sont dans le HEDG. Et le but, c'est de mettre en place des groupes de travail pour améliorer la conception hygiénique dans l'industrie agroalimentaire. Et c'est vraiment la base je dirais, de la législation aussi sur la conception hygiénique. Merci Erwan pour ça. Est-ce qu'on peut avoir une définition de qu'est-ce que la conception hygiénique? Ah, c'est compliqué. La conception hygiénique, c'est très très vaste en fait. La conception hygiénique, ça touche avant l'outil de process, ça va toucher l'extérieur d'un bâtiment. C'est-à-dire qu'on démarre de l'extérieur d'un bâtiment, du bâtiment lui-même parce qu'il faut qu'il soit complètement étanche à l'air et à l'eau, et faire en sorte aussi de mettre ce qu'on appelle des boîtes dans des boîtes. Et donc ça veut dire qu'à chaque étape, on va pouvoir maîtriser la conception, soit des sols, soit des murs, soit des plafonds. Et puis après, l'outil, hein, l'outil de process, les machines, eh bien, on va travailler sur la rugosité, sur la problématique de rétention. Alors on le voit, hein, vous avez des images juste après qui vont vous montrer effectivement des éléments de conception hygiénique. Alors ici, par exemple, vous avez des problématiques de géométrie, c'est-à-dire que la géométrie va permettre d'éviter les zones de rétention. On va travailler aussi sur les problématiques de contact métal-métal. On va travailler sur des pieds qui vont être en conception hygiénique. Un des éléments importants, c'est que le HEDG a des centres certificateurs et qui permettent de certifier aussi certaines parties de matériel en conception hygiénique. Et donc, ça facilite aussi la problématique de nettoyabilité. D'accord ? Et donc, en fait, la conception hygiénique, ça va toucher à tout, y compris les matériaux, y compris les sols, y compris les machines, y compris les flux d'air, y compris les évacuations au sol. Quelques règles de conception hygiénique qui sont derrière nous. Vous venez de les aborder en partie. Oui, alors il y a une règle qui est intéressante, vous le voyez juste à gauche, c'est que vous avez par exemple la problématique dans une tuyauterie, vous avez les réductions de section, et souvent on a des problématiques parce que les réductions de section se font des deux côtés, en haut et en bas. Or, ça vous amène en fait des zones de rétention. Donc on va travailler sur des réductions de section qui sont plutôt en haut, hein, en haut de la tuyauterie, ce qui évite justement les zones de rétention. Et puis un des points importants, c'est les soudures. Les soudures, c'est un élément primordial dans la conception, dans le bâti de machine, et on travaille beaucoup sur des soudures continues et non discontinues. Il faut savoir qu'une bactérie, c'est la taille d'un micron, et c'est-à-dire que dans un interstice de soudure, on peut avoir des millions de bactéries qui vont se mettre, y compris de la listeria, et ça va nous poser des problématiques. Alors, en plus, on a eu la chance ce matin, on a remis le prix de la conception hygiénique avec du matériel, d'être un peu vite là. Donc on a remis le prix de la conception hygiénique, effectivement, aussi avec des fabricants de matériel de conditionnement, et c'est grâce à la conception hygiénique aussi qu'on peut améliorer la nettoyabilité. J'espère que je n'ai pas un problème technique. Le slide suivant est blanc. Ah, c'est une vidéo. Alors, je vais me tourner vers Grégoire et j'espère qu'elle va démarrer. Elle démarre. Donc Grégoire Duvaux, Imaï Lapac. Ici, vous avez un exemple donc, de la machine qui a gagné ce matin le prix de la conception hygiénique. Elle passe dans une salle que l'on appelle la washroom, qui permet de simuler les conditions de nettoyage de nos clients en conditions réelles avec leurs propres produits. Donc, cette machine a été conçue avec des zones inclinées, que ce soit du toit, du bâti, les poignées, zone de contamination évidemment, moteur minimum IP66 voire IP69K, tout en inox, au minimum de l'aluminium anodisé. Donc vraiment une machine qui est propre à être nettoyée directement à la lance ou à la mousse avec séchage derrière, y compris sur les zones qui permettent le scellage du Flopac, puisqu'ici on parle d'ensachage vertical.
On continue sur la construction hygiénique. Et donc là, je vais laisser la parole à Pierre Terville. Oui, côté CAMA, nous avons travaillé depuis 10 ans sur la conception hygiénique dans l'emballage secondaire et tertiaire. On a considéré que même si on ne voit pas beaucoup de produits nus, on voit des produits qui arrivent chez nous qui peuvent être abîmés, qui peuvent être fuyants, etc. Donc on a travaillé beaucoup sur l'architecture de nos machines en proposant d'abord des machines très visibles, très accessibles. C'est très important, c'est un point clé pour pouvoir nettoyer facilement l'ergonomie, l'accessibilité pour les opérateurs au niveau des machines. On a travaillé également le fait de ne plus avoir de tubes soudés, fermés, mais qui reçoivent malgré tout des souillures. Donc ce sont des structures ouvertes. On a profité de ces structures ouvertes pour les renforcer avec des goussets. Ces goussets reçoivent et séparent les câbles, les énergies. Les armoires sont intégrées, les armoires sont IP65 et donc sont machines qui sont construites inox. On a des pieds 3A, on a des bandes qui sont montées en porte-à-faux, en cantilever comme on dit en anglais. Donc on a offert une architecture qui permet effectivement de nettoyer plus facilement les machines. Donc là, à travers cette vidéo, vous voyez un peu la démarche que nous avons voulu opérer. Donc BTG, c'est Breakthrough Génération, donc c'est l'innovation. Pas de surface horizontale, pas de rétention, pas de corps creux. C'est les 3 bases fondamentales du système. Donc les parties horizontales sont inclinées. Les fixations ne sont plus par des systèmes de boulons et autres ou soudés, mais par des pincements. Pas de corps creux avec des entrées de câbles, donc des sections ouvertes. L'ergonomie est encore une fois essentielle pour les opérateurs et les opératrices pour tout ce qui est nettoyabilité. Les armoires électriques sont accessibles au sol. On a fait très attention, bien entendu, à la notion de sécurité. Donc les châssis sont bien entendu, hormis les systèmes d'anti-enfermement, on va ajuster nos châssis par rapport à la cinématique embarquée. Et on a aussi construit des solutions qui sont modulaires en fonction des solutions proposées et en fonction de l'architecture du bâtiment. Changement de format, quand on parle de nettoyage, on doit démonter certaines pièces. Donc on fait le nécessaire pour faire des fixations rapides, sans outils bien évidemment, avec des systèmes de détrompeurs, avec des reconnaissances physiques rapportées sur le HMI. Voilà. Je crois que sur la partie conception hygiénique, on a fait le tour. Je voulais vous remercier, Erwan, Grégoire et Pierre, pour cette première partie. Et quand on voit les solutions mises en œuvre, une transition assez facile, c'est de parler de Industrie 4.0, qui sont d'ailleurs de toute façon des éléments qui participent à la conception hygiénique. Et pour ce faire et démarrer sur la conception et pour l'Industrie 4.0, je vais laisser la parole à Michael Muller. Pierre et Grégoire reviendront nous commenter leurs propositions par rapport à l'Industrie 4.0 et quelques exemples. Et ce que je te propose, Michael, c'est de démarrer par la définition d'Industrie 4.0. La définition 4.0. Peut-être faire une petite revue par rapport à ce que c'est, les différentes révolutions industrielles qu'on a vécues jusqu'à maintenant. Donc dans l'Industrie 1.0, imaginez-vous, les gens, ils travaillent encore avec les mains et tout ça, et la vapeur qui arrive, donc on peut renforcer le travail de tous les jours. Donc c'est l'arrivée de charbon et vapeur, première arrivée de l'Industrie 1.0 en 1769 avec Watt derrière. Ensuite, l'Industrie 2.0, l'arrivée de l'électricité qui fait qu'on peut produire maintenant en masse. On fait des lignes de premières lignes de fabrication dans l'automobile. Et arrive l'automatisation dans les années 1970 avec l'automatisation, l'Industrie 3.0 qui permet d'automatiser des lignes de fabrication et
d'assemblage. Et Et on peut parler de hub technologique. Pardon? On peut parler de hub technologique. Oui, de hub technologique. Et dans l'industrie 4.0, donc on fait après travailler ensemble l'interconnexion des lignes complètes du robotique jusqu'à système informatique avancé pour travailler plus intelligemment et avec des lots individualisés et faire des échanges entre machines et récolter des datas pour faire l'intelligence artificielle pour renforcer le travail des chaînes, par exemple. Okay. Des outils opérationnels 4.0, on peut en démontrer. On parle de réalité augmentée. Et là, je vais laisser la parole de nouveau à Pierre. Oui, ce qu'on a voulu proposer en termes d'outils 4.0, ce sont vraiment des outils disponibles et opératifs pour les changements de format, la maintenance, l'assistance, mais également la gestion de la consommation. Donc on est capable d'offrir des outils, on va peut-être lancer la vidéo qui suit derrière. Une démonstration ici, il y a 2 vidéos qui vont se suivre. Une qui est vraiment une vidéo terrain pour une ligne de ramassage de sticks. Donc on travaille avec des outils tels que la réalité augmentée pour donner l'accès à travers une tablette ici. On va scanner le QR code de la machine et on va avoir en réalité virtuelle, en l'occurrence, la machine. À partir de là, vous pouvez configurer comme vous le souhaitez. On va voir des opérations de changement de format, par exemple. On va avoir des outils de formation pour les opérateurs. On va avoir des guidages de maintenance, c'est-à-dire qu'au lieu de démonter des pièces, on va virtuellement accéder à ce qu'on ne voit pas dans la machine pour prédiagnostiquer des interventions. On encapsule bien entendu les documentations. Donc vous accédez directement aux documentations de la machine pour travailler sur les pièces de format ou les pièces d'usure. Et c'est des outils qui sont à la fois très performants, agréables à travailler et qui mettent aussi en valeur le travail des opérateurs. Merci pour cet exemple. Pierre, on peut aussi parler d'exemples dans le domaine de la maintenance? Oui, alors je pense qu'il y a une autre vidéo qui peut être lancée et qui regroupe ici, elle va partir je pense, voilà. Ici c'est une démonstration d'assistance mixte à distance en utilisant à nouveau les outils 4.0. Donc ici le technicien est sur site, il met des lunettes à vision entre guillemets augmentée, il est connecté à distance avec notre site industriel, en l'occurrence qui est basé en Italie. Et ils vont pouvoir communiquer. Donc l'ingénieur italien guide l'opérateur de maintenance. Il va le guider dans l'aide au diagnostic. Et donc pouvoir lui dire, tiens, déconnecte ici, vérifie ce câblage. Et bien entendu, ça marche tout le temps. C'est intéressant de voir ça, c'est des choses qui existent dans toutes nos entreprises de plus en plus. Et là, c'est pas du virtuel. C'est pas du virtuel, ça doit marcher, Pierre. Et c'est des choses très fort, il y a 3 carbones. Voilà. C'est des choses qui existent dans toutes nos entreprises et qui nous permettent effectivement des gains de productivité, notamment pour, bien sûr, les industriels et entre autres industriels de l'agroalimentaire. La suite, je pense qu'elle va se passer avec Grégoire. Et on va parler d'amélioration de la productivité en continu. Ah non, c'est Michael, pardon. C'est moi à nouveau. Donc, l'amélioration de la productivité en continu, imaginez-vous une chaîne de fabrication de fromage qui sort 250 000 camemberts la journée. Jusqu'à hier, le fromager, il conduisait la machine, on avait affiné l'automatisme, tout ce qui allait pour bien programmer, mais on sortait quand même à chaque fois des courbes où il y avait des produits qui étaient hors cible derrière. Parce que le processus de fabrication de fromage, le résultat, on voit 24 heures plus tard. Donc, par rapport à l'action de l'homme, on voit seulement 24 heures plus tard ce qu'il a produit. Donc, on a récolté des données de fabrication et aujourd'hui, on accompagne le fromager en lui donnant des consignes
par rapport à ce qui va arriver, par rapport des constellations qu'on a déjà eues, par rapport à l'algorithme derrière. Donc ce qui peut améliorer la productivité de 1 à 3%, c'est énorme par rapport à ce qui est connu jusqu'à maintenant. Donc c'est une application de 4.0 par exemple, vous aider. On a d'autres derrière pour le nettoyage CIP, NEP. Donc là-dessus, on mesure les températures, toutes les données, ce qu'il faut derrière. Et là aussi, avec des capteurs qu'on peut rajouter, on donne des consignes pour la conduite de la ligne et qui affiche en même temps, si tu fais le prochain, le rinçage intermédiaire, on peut l'améliorer. On n'intervient pas en automatisme dessus, c'est l'opérateur qui doit faire l'action. En même temps, il apprend et on lui donne les consignes et lui, c'est lui qui change. Donc on gagne de l'eau, d'électricité et on améliore l'hygiène des installations complètes. Un autre exemple vraiment intéressant de ce que peut apporter l'industrie 4.0 dans nos process. Cette fois-ci, je vais laisser la parole à Grégoire et on va démarrer, j'imagine, avec une vidéo. Ici, on vous montre un exemple de ce que l'on appelle, nous, la control room. Qu'est-ce que c'est la control room? Ça permet sur une seule pièce, donc en Italie, encore une fois, d'avoir accès à distance à l'ensemble des machines connectées du parc. Pierre a parlé de changements de format qui sont facilités grâce aux objets connectés. On a parlé également de faciliter la maintenance qui s'améliore grâce à la réalité augmentée. Merci. Je vais avoir besoin d'un support de réalité augmentée pour le PC, hein, parce qu'on a un petit problème. La vidéo, elle tourne sur le PC, mais pas sur l'écran. D'accord. Et puis le troisième point, c'est qu'en ayant accès à l'ensemble de nos machines à distance, évidemment, on peut procurer des rapports en automatisé auprès de nos clients et donc optimiser le TRS petit à petit. Donc peut-être allez-vous voir la vidéo, c'est une salle assez importante où il y a plus de 1000 machines connectées dans le monde. Où vous avez des experts qui sont connectés 7 jours sur 7, 24/24 pour tous les clients qui demandent ce type de service et qui nous permet d'envoyer à nos clients des rapports automatisés, d'envoyer aux responsables maintenance ou aux responsables de production des alertes sur leur téléphone, sur ce qui se passe sur la ligne, 24/24, 7 jours sur 7 s'ils le souhaitent, et de pousser l'industrie 4.0 à son paroxysme. On te promet, Grégoire, on essaye. Mais si ça ne marche pas, vous êtes le bienvenu au Hall 10 pour qu'on puisse en parler. Je pense que c'est une question de double écran, mais c'est pas grave. Ça va être beaucoup mieux en présentiel sur le stand, je pense. Pour conclure, Grégoire, parce qu'on a eu des informations intéressantes, malheureusement il y a une vidéo qui manque, mais on ne manquera pas de passer sur ton stand pour regarder ça. Une conclusion sur cette vision globale Industrie 4.0 ? Alors, au syndicat du CCIMEP, on réunit donc l'ensemble des fabricants, on va dire, de machines, de conditionnement, voire de process, notamment une bonne partie des sociétés étrangères. Donc sur la partie conception hygiénique, vous avez pu voir des exemples à la fois en emballage primaire et en emballage secondaire où ça nous permet de réduire pour nos clients le risque de contamination, donc le risque d'image. On l'a vu l'année dernière chez certains industriels de l'agroalimentaire. Donc on a travaillé grâce aux recommandations de l'EHEDG sur la conception hygiénique des machines pour arriver à un niveau de nettoyabilité qui soit optimisé et qui permette à nos clients à l'avenir de réduire leurs risques, donc leur risque d'image. Sur l'industrie 4.0, on a vu des exemples à la fois à travers les objets connectés pour le changement de format. On a vu des exemples sur la maintenance facilitée, notamment grâce à la réalité augmentée. Avec la vidéo, on utilise la tablette pour savoir comment faire sa maintenance.
Et puis, le dernier point, c'est... on a parlé également d'optimisation de TRS. On a parlé également d'optimisation des nettoyages, pour faire le lien avec la conception hygiénique des machines. Et le dernier point, et le point qui est d'actualité en 2023, c'est la réduction des énergies, où là, évidemment, l'industrie 4.0 va nous aider progressivement, comme le demande la norme qui va nous driver dans les prochaines années, de réduire la consommation des machines sur l'ensemble du process et de l'emballage dans le domaine agroalimentaire. Alors, merci pour ce résumé, Grégoire. Je crois que Pierre a peut-être quelque chose à rajouter, notamment sur la partie consommation. Oui, consommation, ou plus généralement, j'ajouterais le fameux rapport au travail, les problèmes de recrutement, les problèmes de valorisation de nos métiers. Quand on met des outils à disposition des entreprises comme ça valorise également les opérateurs, ça valorise les personnes qui travaillent sur nos machines, ça fait des retours d'investissement très plus profitables, je dirais. Donc c'est important, c'est essentiel également côté humain, je dirais. Okay. Merci pour ces conclusions, messieurs. Je pense que tout le monde aura compris qu'il y a deux impacts importants et je sens qu'Erwan veut rajouter quelque chose. Erwan, la parole alors. Ouais, je suis désolé, je parle pas beaucoup, c'est pour ça. Un point aussi important, c'est que la conception hygiénique, c'est complètement lié avec le 4.0. C'est-à-dire qu'il faut déjà que votre matériel soit bien conçu pour être nettoyable. Et le 4.0 facilite après l'analyse des données et les actions de nettoyage. Autre point important, on a des certifications IFS-BRC dans l'industrie agroalimentaire. Et je le répète que les versions V9 de la BRC, V7 et V8 bientôt pour l'IFS, intègrent de plus en plus la conception hygiénique. Et donc c'est quelque chose qui devient, je dirais, une obligation pratiquement par rapport aux équipements. Et c'est important de bien lier les deux. Je pense que l'évolution de nos métiers, ça passe à la fois par une meilleure maîtrise de notre matériel, et puis l'évolution technologique du 4.0, ça c'est un point très important. Voilà. Je pense que ça sera les mots de la conclusion. Merci Erwan, merci Michael, Grégoire, Pierre et Erwan de nous avoir accompagnés sur ces deux sujets. Je vous encourage pour la vidéo d'aller regarder ça chez Grégoire en direct. Merci à toutes et à tous. Merci. Merci.